Donc bonjour à tous et désolé du retard, j'aurais dû venir en treillis et pas en robe. Ça aurait été plus facile pour accrocher le micro. Donc oui, je suis ravie d'être là pour vous parler du stress, donc je ne viens pas du tout de votre champ. L'objectif et le chemin que j'ai choisi aujourd'hui, c'est d'être quand même assez pragmatique. N'hésitez pas pour autant à poser des questions. Vous verrez que je ne rentrerai pas dans les mécanismes par lesquels le cerveau peut ajuster le stress, mais l'idée c'est plutôt d'essayer de vous présenter des pistes de gestion du stress et que vous puissiez sortir avec des envies de pratiquer certains outils de gestion du stress. Pour commencer, je suis ravie que cette thématique ait été choisie. Quand on regarde la littérature, on voit qu'il y a de plus en plus de papiers pointant la manière dont les soignants, et notamment dans votre champ clinique, souffrent de pathologies en lien avec le stress, et ces pathologies impactant à la fois la santé, la performance, mais aussi le départ des structures hospitalières au sens large. Et finalement, ce que montrent ces papiers, c'est qu'il y a tout un ensemble de cheminements qu'il faut prendre en compte, des cheminements qui vont des stresseurs, qui sont à la fois des stresseurs professionnels, mais aussi de la manière dont vous, en tant qu'individu, vous allez réagir, quelles vont être vos stratégies de compensation. Ces stratégies de compensation, elles s'inscrivent bien sûr dans une organisation, et finalement, ça va générer une réponse de stress plus ou moins adaptée, qui va conduire ou pas à une usure professionnelle. Cette usure professionnelle, elle a tout un cheminement dans la durée, ça prend au moins 10-15 ans, donc en fait on est pendant longtemps dans une situation où on pense que le stress ne pose pas de problème, et on n'est pas actuellement capable de mesurer cette dérive, on en reparlera, et de finalement prédire si la dérive va s'exprimer sous un mode plutôt métabolique, somatique ou psychiatrique, et on a le droit à la double ou à la triple peine, bien évidemment. Pour autant, l'archétype de la maladie de stress, c'est le burn-out, et beaucoup de données viennent de ce champ-là. Alors en plus, vous êtes une population comme les militaires, pour lesquels on ne se plaint pas, et voir le stress est stigmatisant, donc on a beaucoup de mal à finalement proposer des actions, sachant que les actions nécessitent que vous soyez impliqué et que vous soyez décidé à pratiquer. Alors le stress, c'est avant tout une réaction normale, c'est une fonction d'adaptation comme respirer, qui vise à libérer de l'énergie, qui se passe en 3 phases. Une phase d'alarme où le sympathique va permettre de libérer du glucose, disponible pendant les 15-20 premières minutes de la réponse de stress. Puis on passe sur un deuxième mode, qui est un mode pour durer, c'est le cortisol. Ce mode-là et cette réaction-là, elle résulte finalement de l'adaptation à l'époque où nous étions plutôt agressés par des animaux agressifs. Et donc le cortisol, comme vous le savez, c'est antidouleur, anti-inflammatoire, on peut combattre et se battre longtemps, et puis normalement on doit récupérer. Donc c'est un mécanisme catabolique et la récupération est un mécanisme anabolique. Et du coup, c'est la somme de ce coût et de cette récupération qui définit si votre réponse de stress a été adaptée ou pas. Mais en soi, la réponse de stress n'est pas un problème, c'est juste la qualité de cette réponse de stress et de la récupération. Et quand il y aura le topo sur le sommeil, vous verrez que cette récupération elle est essentielle, qu'il faut prendre en compte. L'émotion, dans cette réponse-là, c'est elle qui va orienter l'utilisation de l'énergie pour que vous ayez le comportement adapté. Et si on reprend les émotions fondamentales, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que chacune a une utilité et va orienter cette énergie qui est mise à disposition du corps et du cerveau pour que vous puissiez avoir le comportement adapté à la situation à laquelle vous devez faire face. Le problème, c'est quand les émotions vous débordent, et vous savez tous que quand vous avez une émotion type colère, vous avez non pas une capacité à réfléchir, mais plutôt un comportement immédiat, plutôt agressif, et que c'est l'ajustement de l'émotion qui est importante. Pourquoi je vous disais que le stress et son ajustement sont essentiels? Parce qu'en fait, si vous accumulez du stress mal régulé, sans temps de récupération, ça a un coût biologique qu'on appelle la charge allostasique, qu'on peut mesurer, mais qui est encore un enjeu de recherche. Et c'est ce coût biologique qui, in fine, va dégrader votre fonctionnement cellulaire et va expliquer la dérive lente et l'émergence des pathologies 10-15 ans après le début de ce stress mal adapté. Alors, un acteur principal, c'est le système nerveux autonome. C'est lui qui, pour chacun de vos organes, en fait, joue sur cette activation-récupération, avec une fenêtre importante qui est celle du cœur, par la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est une fenêtre importante aussi pour évaluer l'efficacité des outils de gestion du stress que vous avez sur vos montres comme marqueur de stress. Mais cette balance sympathique-parasympathique, elle est vraiment une clé pour savoir où vous en êtes de la qualité de régulation de votre réponse de stress. Par ailleurs, on a un autre informateur important, c'est notre interoception, c'est-à-dire c'est l'ensemble des informations que le corps nous amène, informations auxquelles participe le système nerveux autonome, et qui finalement est traité au niveau d'une zone du cerveau qui est l'insula,
qui intègre ces informations sensorielles pour nous donner une conscience de nous-mêmes agissant face aux stresseurs auxquels nous devons faire face. Et cette interoception, c'est finalement celle qui nous permet de faire le lien entre notre corps et notre cerveau, entre l'impact de l'agression sur notre organisme et la manière dont le cerveau doit s'ajuster. Et donc l'ensemble de nos marqueurs internes participent à la qualité de cette interoception et à son intégration. Et vous voyez que la proprioception, la manière dont on bouge, participe à la fois à l'information de notre interaction avec l'environnement extérieur et la manière dont notre corps s'ajuste. Enfin, il y a une variabilité interindividuelle. On n'a pas tous la même qualité d'adaptation aux stresseurs et pour un même stresseur en fonction du moment, le soir, la nuit, etc. Et là, c'est tout le champ de la psychologie qui, en fait, amène des clés pour comprendre pourquoi, à certains moments, je perçois que mes ressources ne sont pas à la hauteur de ce que je perçois de la demande de l'environnement. Et c'est finalement dans cette double perception plus ou moins juste que finalement, ma réponse de stress va être activée en trop ou en pas assez ou en trop longtemps. Et donc cette psychologie, elle est importante pour revenir sur qu'est-ce que vous percevez de vos ressources et de la contrainte autour de vous. Je vous ai dit que le stress était une réponse à un stresseur de l'environnement qui libérait de l'énergie. En fait, il y a un autre regard qui dit finalement le stress est peut-être toujours activé et on a des freins qui modulent cette activation. Ces freins, ils sont médiés notamment par le cortex préfrontal, qui est un peu notre superviseur cognitif, mais aussi par la qualité du frein parasympathique, ce système nerveux autonome. Et finalement, quand les stresseurs se répètent, les gens qui ont un mauvais frein, peut-être ne remettraient pas au calme leur organisme et cumuleraient un stress chronique à bas bruit. Et notamment, un des marqueurs de ce stress chronique par mauvaise qualité des freins serait des ruminations qui, in fine, dégraderaient la relation entre le corps et le cerveau. Donc ce modèle de l'insécurité généralisée, c'est un modèle assez récent et qui pointe vraiment le rôle des freins dans les actions qu'on peut faire pour réguler le stress. Alors à partir de ces éléments dressés très sommairement, comment est-ce qu'on peut apprendre à gérer son stress? D'abord, peut-être se poser la question, face à un challenge de l'environnement, un événement, faire le point pour chacun d'entre vous sur qu'est-ce que vous ressentez en termes d'émotion, quelle est l'émotion qui domine, qu'est-ce que je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je fais? Je vais fumer, je bois du café. Et comment mon corps réagit? Je vais plus aux toilettes, etc. Et en fait, chacun a un peu son profil de réponse. Et nous, les outils qu'on propose pour répondre et améliorer la gestion du stress vont être priorisés par rapport à votre profil de réponse. Le corps, l'émotion, la cognition ou la physiologie. Et finalement, il n'y a pas de bonne manière ou il n'y a pas un protocole standard puisqu'on va rentrer par ce qui vous gêne le plus. Pour autant, ce sur quoi on peut rentrer pour tout le monde ou ce sur quoi on peut travailler, c'est déjà les stresseurs. Donc classiquement, et j'ai commencé comme ça, il y a énormément de stresseurs externes et c'est ceux qu'on voit en premier. Mais il y a tout un ensemble de stresseurs internes et j'en ai parlé notamment en termes de rumination, mais d'anxiété. Dès que vous vous dites « est-ce que je vais y arriver ?», vous activez vos voies du stress. Et finalement, ces stresseurs internes, c'est ceux qui sont le plus coûteux pour notre organisme. C'est probablement ceux qui dérégulent, in fine, la réponse physiologique. À ces stresseurs, il faut prendre en compte la caractéristique d'incertitude de l'environnement qui est finalement probablement un des stresseurs les plus puissants pour l'individu, puisque si on ne sait pas ce qui va arriver, on est tout le temps activé sans pouvoir apporter de réponse. Et typiquement, dans le cadre médical, vous êtes face, et notamment dans votre champ, à une incertitude, une volatilité, une complexité des informations, une ambiguïté des informations, et donc tout ça a un coût que vous ne prenez pas forcément en compte, mais qui peut être finalement mieux stabilisé dès lors que vous vous demandez « Ok, je ressens ça, quel est le contrôle que j'ai sur cette situation? J'en ai pas, ok, c'est normal que je ne me sente pas bien. Est-ce que ça m'a surpris? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que je me sens menacée parce que mon protocole va mettre à mal finalement la manière dont on me regarde ?» Et finalement, à chaque fois que vous allez vous sentir avec une réponse de stress, questionnez-vous sur votre ciné et sur les caractéristiques de la situation, de son incertitude, par rapport à la manière dont ça répond à finalement des situations qui ne sont pas confortables pour le cerveau humain. Le principe, c'est que le cerveau n'aime pas l'incertitude, n'aime pas le non-contrôle, n'aime pas être surpris, n'aime pas quand c'est nouveau et n'aime pas quand vous vous sentez menacé. Mais en prendre compte est déjà quelque chose qui, finalement, permet d'expliciter que c'est normal qu'on soit stressé et de diminuer l'intensité de la réponse de stress. Comment est-ce que je peux faire finalement aussi pour améliorer ma manière de percevoir mon environnement?
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être plutôt le champ de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est l'étude scientifique du comportement optimum dans les situations diverses et variées. Et donc, il y a tout un ensemble d'interventions qui peuvent être mises en place, qui vont du renforcement de l'estime de soi à l'optimisme et qui sont disponibles et si finalement c'est un besoin qui est personnalisé pour vous. Quand on regarde également les différents champs de réponse, on peut aller cibler l'émotion. Et cet après-midi, il y aura un atelier proposé sur la régulation des émotions basé sur la cohérence cardiaque et la régulation du système nerveux autonome. Et probablement l'outil qui est le plus important et le plus efficace, mais le plus contraignant, c'est les outils se basant sur la méditation. Pourquoi? Parce que ça améliore l'accueil de l'incertitude, ça améliore la prise de conscience des informations pertinentes dans le bruit ambiant des informations médicales. Ça vous permet de mieux réguler vos émotions, de faire des meilleures prédictions sur votre comportement et vos prises de décision, et derrière de revenir au calme plus rapidement. Pour autant, ces programmes-là de méditation sont des programmes qui exigent d'être motivés pour les faire et une pratique régulière pour être efficace. Mais c'est probablement l'outil de gestion du stress qui est le plus complet par rapport à tous les enjeux de la gestion du stress dont je vous ai parlé. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour nos militaires? Finalement, on essaie d'avoir une approche un peu singularisée par groupe et on essaie d'ajuster des briques pour leur permettre d'avoir le meilleur outil possible et surtout d'être en adéquation avec cet outil pour pouvoir le pratiquer régulièrement. Donc typiquement, on va utiliser le sport pour travailler sur la conscience corporelle et une meilleure interoception. On va utiliser la cohérence cardiaque pour mieux freiner les émotions. Et puis surtout la psychologie positive pour faire sens et pour renforcer les émotions positives, l'appartenance au groupe et puis la confiance qu'on a dans ses collègues. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de dresser un peu le tableau général et la manière dont ça peut s'imbriquer sans rentrer vraiment dans la manière dont ça impacte le cerveau. Mais voilà, sachez que derrière, il y a un certain nombre de données qui montrent comment ça améliore finalement les parties du cerveau qui participent à ajuster votre réponse de stress à la demande de l'environnement et à sa demande répétée au regard de votre profession.